Paris, fin 2025. Un studio de 12 mètres carrés dans le 6e arrondissement se vend pour la modique somme de 250 000 euros. Pour un jeune actif, c'est le prix d'une vie de crédit. On nous parle de crise du logement, de manque de foncier, d'inflation. Mais la réalité est plus profonde. Nous vivons dans une ville qui a été délibérément conçue comme un produit financier il y a plus de 170 ans. Bienvenue dans cette enquête. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'un des plus grands chantiers de l'humanité. La transformation de Paris par le baron Haussmann. Mais nous n'allons pas parler d'architecture. Nous allons parler d'argent, de dettes cachées, de spéculations sauvages, de banquiers visionnaires et d'un système financier si audacieux qu'il a fini par dévorer ses propres créateurs. Comment le propre et le beau ont-ils servi de couverture à une gigantesque machine à cash? Attachez vos ceintures, nous plongeons dans les entrailles du Second Empire. Pour comprendre la révolution financière d'Haussmann, il faut d'abord comprendre l'urgence. En 1850, Paris est une ville médiévale prisonnière du XIXe siècle. Imaginez des rues si étroites que deux charrettes ne peuvent s'y croiser. Pas d'égouts, pas d'eau courante, une densité de population étouffante. La ville est un foyer de maladies. Le choléra y tue des milliers de personnes chaque année. Mais pour le nouvel empereur, Napoléon III, le danger n'est pas seulement bactériologique, il est politique. Depuis 1789, Paris est la capitale des révolutions. Ces petites rues sombres sont le paradis des barricades. On ne peut pas y envoyer la cavalerie. On ne peut pas y faire tirer l'artillerie. Transformer Paris, c'est donc une triple nécessité. Une nécessité sanitaire pour ne pas mourir de soif, une nécessité esthétique pour briller face à Londres et une nécessité militaire pour contrôler le peuple. Seulement, il y a un problème de taille. Un problème qui arrête tous les projets depuis des décennies. Le budget de l'État est à sec. Les caisses sont vides. C'est ici qu'entre en scène Georges Eugène Haussmann, un homme qui n'est ni architecte, ni urbaniste, mais un pur produit de l'administration, un préfet. Haussmann arrive avec une idée qui va terrifier les économistes classiques de l'époque. On appelle cela la théorie des dépenses productives. Aujourd'hui, on appellerait ça l'effet de levier, ou le keynésianisme avant l'heure. Son raisonnement est le suivant. L'État ne doit pas attendre d'avoir l'argent pour faire les travaux. Il doit s'endetter massivement pour transformer la ville, car cette transformation va elle-même générer de la richesse. En ouvrant de larges boulevards, on augmente la valeur des terrains. En augmentant la valeur des terrains, on attire des commerces de luxe. En attirant ces commerces, on perçoit plus d'impôts, et ces impôts servent à rembourser la dette. C'est un cycle vertueux sur le papier, mais c'est un pari extrêmement risqué. Haussmann commence par utiliser le droit d'expropriation. L'État rachète les vieux immeubles à bas prix, les rase et revend les terrains découpés en lots à des promoteurs privés. Mais il y a un détail crucial. L'État ne vend pas juste de la terre. Il vend un droit de construire sur des avenues prestigieuses. C'est la naissance de la spéculation immobilière moderne. On achète aujourd'hui parce qu'on sait que l'avenue de l'Opéra sera le centre du monde dans 10 ans. Pour que ce système fonctionne, il faut des banques prêtes à prêter des sommes colossales. C'est ici que l'histoire-finance rencontre la grande épopée. À l'époque, la finance est dominée par les Rothschild, une banque prudente, traditionnelle. Mais Napoléon III et Haussmann veulent de la vitesse. Ils vont favoriser l'émergence d'un nouveau type de banque, le crédit mobilier des frères Pereire. Contrairement aux banques classiques, les Pereire ne se contentent pas de gérer des dépôts. Ils investissent directement dans les entreprises et l'immobilier. Ils créent des obligations. Ils inventent le marché financier moderne. Pendant 20 ans, l'argent coule à flot. Paris est un chantier permanent. On détruit 20 000 maisons pour en construire 40 000. Mais attention, ce ne sont pas n'importe quelles maisons.
Haussmann impose des règles strictes. Hauteur de plafond, inclinaison du toit à 45 degrés, pierre de taille de la même carrière. Il veut une harmonie visuelle, certes, mais surtout une standardisation. Cette standardisation transforme l'immeuble parisien en un actif financier fongible. Un appartement haussmannien devient comme un lingot d'or. On sait ce qu'il vaut, il est reconnaissable, il est rassurant pour l'investisseur, mais derrière la magnificence de l'Opéra Garnier et des Champs-Élysées, le coût social est terrifiant. En rasant le centre de Paris, Haussmann a expulsé les classes populaires. Les ouvriers qui vivaient là depuis des générations n'ont plus les moyens de payer les nouveaux loyers. C'est ici qu'apparaît la gentrification originelle. Paris se sépare en deux, l'Ouest riche et le centre prestigieux, tandis que le peuple est repoussé vers l'Est et vers ce qu'on commence à appeler la banlieue. Haussmann ne se contente pas de déplacer des pierres, il déplace des gens. Il crée une ville où la valeur au mètre carré définit votre appartenance sociale. D'un point de vue financier, c'est un succès total. La valeur foncière de Paris explose. Mais c'est une bombe à retardement. Car pour maintenir ce rythme, Haussmann commence à tricher. Les comptes de la ville deviennent de plus en plus opaques. Il crée les fameux bons de délégation, une sorte de monnaie de singe, des reconnaissances de dettes émises par la ville sans l'accord du Parlement. On finance les nouveaux travaux en émettant des dettes sur les travaux futurs. C'est une fuite en avant. Tout système basé sur une croissance infinie finit par rencontrer un mur. Pour Haussmann, ce mur s'appelle Jules Ferry. En 1867, Ferry publie un pamphlet au titre dévastateur « Les contes fantastiques d'Haussmann », un jeu de mots sur les contes d'Hoffmann. Il y démontre que la ville de Paris est endettée jusqu'au cou, avec des méthodes de comptabilité qui frôlent la fraude. L'opinion publique s'enflamme. On réalise que la beauté de Paris repose sur une montagne de crédit que les générations futures devront rembourser. Haussmann est finalement renvoyé en 1870, juste avant que la guerre contre la Prusse ne vienne balayer le Second Empire. Pourtant, le système lui a survécu. Les dettes contractées par Haussmann ont été payées par la ville de Paris jusqu'au milieu du XXe siècle. Mais le véritable héritage n'est pas seulement la dette, c'est la rareté. En figeant Paris dans un style architectural intouchable, Haussmann a créé un produit fini. On ne peut plus construire au centre de Paris. Et quand l'offre est bloquée, alors que la demande mondiale augmente, les prix ne peuvent que s'envoler. Alors, quel bilan tirer de cet immense pari financier? D'un côté, Haussmann a réussi son pari. Il a fait de Paris la capitale touristique et économique du monde. Il a créé un actif immobilier d'une résilience incroyable. Même en cas de crise financière mondiale, l'haussmannien reste une valeur refuge, au même titre que l'or ou les obligations d'État. Mais de l'autre côté, nous payons le prix de cette vision. Le système Haussmann a inventé la ville comme un outil de ségrégation par l'argent. Il a posé les bases d'une spéculation qui, aujourd'hui encore, rend nos centres-villes inaccessibles à ceux qui les font vivre. En 2025, quand vous regardez le prix de votre loyer, vous ne payez pas seulement pour un toit. Vous payez pour l'ombre portée d'un baron du XIXe siècle, qui avait compris, avant tout le monde, que la pierre était le meilleur des leviers financiers. L'histoire de la finance n'est pas faite que de chiffres dans des ordinateurs. Elle est gravée dans le calcaire de nos façades. Haussmann nous a laissé une ville magnifique, mais il nous a aussi laissé l'une des factures les plus longues de l'histoire. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous voulez comprendre comment d'autres grands moments de l'histoire ont façonné votre portefeuille aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner. Et dites-moi en commentaire, préférez-vous une ville magnifique mais hors de prix, ou une ville accessible mais sans âme? Le débat est ouvert.